100 000 euros, c'est ce que j'ai généré depuis que je me suis lancé dans le montage vidéo et je vais te partager exactement comment j'ai fait étape par étape. Alors si tu ne me connais pas encore, moi c'est Alan, j'ai 20 ans et j'ai quitté mes études il y a un peu plus d'1 an pour vivre à 100% du montage vidéo. Grâce à cette activité, j'ai eu la liberté de pouvoir bouger un petit peu où je voulais, donc j'en ai profité pour faire les premiers voyages de ma vie. Je suis parti en Asie du coup en 2024, début 2024. J'ai commencé par la Malaisie, donc Kuala Lumpur, une ville que j'ai adorée, j'y suis resté 6 mois sur 2024. J'en ai profité aussi sur le chemin pour faire Bali avec quelques amis. Pareil, super expérience, c'est la première fois que je découvrais Bali. Et ensuite, j'ai découvert un autre endroit qui était Dubaï. Un endroit qui, en plus de vouloir le découvrir en tant que touriste, eh bien, je voulais aussi le découvrir car j'avais un projet d'expatriation. Et ce projet, je l'ai concrétisé il y a de ça quelques mois via mon expatriation officielle à Dubaï. Donc tout ça, comme tu le sais, c'est mon activité de monteur vidéo qui m'a permis de le faire, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan géographique, parce que je peux bosser de partout dans le monde, ou sur le plan temporel. Et la subtilité que je vais introduire qui est extrêmement importante, et de ça va découler toutes les idées que je vais partager dans cette vidéo, toutes les méthodes, c'est le fait que ce ne sont pas mes compétences techniques en tant que monteur vidéo qui m'ont permis de bien gagner ma vie et d'avoir cette liberté, ce sont mes compétences en termes de stratégie de contenu et en termes de viralité. Et ça, c'est extrêmement important. Car sur le papier, je suis pas bon techniquement en termes de montage vidéo. Mais je suis payé 3 à 5 fois plus cher que des monteurs experts en technique, experts dans ce domaine-là depuis plusieurs années. Pour la simple et bonne raison que j'ai développé une compétence qui a bien plus de valeur aux yeux de mes clients. Cette compétence, elle a fait de moi ce que j'appelle un growth editor. Et dans cette vidéo, je vais te montrer, je vais t'expliquer de A à Z en quoi ça consiste concrètement et comment toi aussi tu pourrais devenir un growth editor pour vivre du montage vidéo et être mieux payé que 90% des monteurs sur le marché. Mais alors c'est quoi concrètement un growth editor? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi la diff avec un monteur vidéo normal? Eh bien, quoi de mieux que de faire la comparaison? Pour moi, le monteur vidéo classique, par exemple, il va pricer 450 euros, 500 euros par mois par client pour faire du dérush de vidéos et faire un bel habillage technique qui en met plein la vue, dépendamment de son level en termes d'habillage, est-ce qu'il y a du motion design, etc. Eh bien, il va pouvoir un petit peu monter ses prix, mais ce sera toujours indexé sur combien de temps il y passe, parce que plus c'est technique, plus techniquement, eh bien, ça demande d'y passer du temps. Alors qu'à contrario, le growth editor, là où, en l'occurrence, dans mon cas, c'est plus de 2000 euros par mois par client, eh bien, il va plutôt créer les vidéos de A à Z pour ses clients, pour qu'elles explosent les résultats, eh bien, de ces derniers. Plus de vues, plus de prospects, plus de chiffre d'affaires. Et ça, aujourd'hui, on peut le faire sans avoir à en mettre plein la vue via des contenus bien montés avec de la technique, du motion design, etc. Parce que le but, c'est de se concentrer sur les résultats du client. Et aujourd'hui, les clients peuvent avoir des résultats extrêmement satisfaisants sans avoir à recourir à du montage extrêmement poussé. Et ça, c'est le cas de tous mes clients parce qu'en fait, je me suis concentré sur, ok, le montage qu'on va te faire, il va t'apporter plus de vues, donc plus de prospects, donc plus de clients, donc plus de chiffre d'affaires. Tu vas être rentable x2, x3 sur ma prestation. Et donc pour ça, je vais pas seulement en fait te faire un beau montage. Moi au contraire, je vais me concentrer sur simple efficace. Par contre, je vais définir la stratégie de contenu. Ok, je vais faire un dérush viral. Je vais bien sélectionner les bons passages tirés de tes vidéos. Je vais sélectionner les bons timecodes, ceux qui ont le plus de potentiel. Je vais te trouver le bon hook. Je vais te trouver les bonnes idées de contenu. Je vais même te les poster si tu veux. En fait, je vais pas proposer seulement du montage. Je vais proposer le package qui va lui permettre d'avoir un retour sur investissement. Pour lui apporter ce retour sur investissement, ce que je propose, ce que je fais, c'est du montage. Qu'on se le dise, c'est du montage, mais autour de ce montage-là, je ne vends pas que le montage. Donc voilà la grosse diff entre un monteur vidéo et un growth editor. Et c'est important parce qu'un monteur vidéo, il va juste dérusher, faire un bel habillage. Donc, dès lors où il devient trop cher, où il n'est plus trop dispo comme on voudrait, en fait, il est changeable, remplaçable, ce monteur vidéo. Là où un growth editor, typiquement moi ce que je fais pour mes clients, aujourd'hui, ça court pas les rues des monteurs qui vont te faire la stratégie, une stratégie qui marche, qui vont te trouver des idées qui marchent, qui vont apporter du retour sur investissement. Ce qui fait que mes clients me payent plusieurs milliers d'euros tous les mois et j'ai des clients qui me payent comme ça pendant 1 an, 2 ans. Et ça fait un moment que je bosse avec eux parce qu'en fait, il n'y a pas mon équivalent, ok, sans faire le mec en me jetant des fleurs ou quoi. C'est juste que sur le papier, personne ne fait ça. Et c'est pour ça qu'il faut le faire. Donc, par rapport à ça, je vais illustrer d'une manière extrêmement simple avec un de mes clients, à savoir que ce client-là, comme tous les autres avec qui j'ai bossé, avec qui j'ai eu des résultats, ils sont disponibles sur mon Instagram. Il est en description de cette vidéo si tu veux checker et tu pourras voir vraiment littéralement tous les résultats clients que j'ai. Les montages sont extrêmement simples, pourtant ils me payent très cher, plus cher que des monteurs vidéo très techniques. Typiquement ce client-là, je lui ai fait ses contenus à droite, ok ? Contenu, celui-là qui a fait 900 000 vues que j'ai pris pour l'exemple, et on voit que le contenu qui a fait 900 000 vues et 53 000 likes, il est très simpliste en termes de montage. C'est-à-dire qu'ici, on a du sous-titrage,
On a des cuts qui sont faits sur le rush d'origine pour ne garder que les moments les plus viraux, ok, pour garder le meilleur hook, pour enlever tous les moments dont on ne veut pas, ok, pour maximiser la rétention d'audience, pour maximiser l'accroche de la vidéo et de cette manière en fait maximiser simplement le watch time et tous les signaux sociaux que le contenu va générer, ce qui va faire qu'il va être mis en avant, qu'il va être poussé et que le client va faire des vues, des abonnés, des commentaires, des prospects au final et donc derrière plus de chiffre d'affaires pour son business en gros. Et donc voilà, il y a juste du sous-titrage, des cuts comme ça sur sa vidéo sont des rushs et une musique de fond qui a été ajoutée. Rien de plus. En termes de montage simple que tout le monde peut faire après 1 ou 2 heures à se former sur Premiere Pro, il n'y a pas plus simple. Voilà, pour être clair. Et à côté, il a aussi eu recours pour des phases de testing à des monteurs un peu plus techniques, ok, que je ne connais pas. Alors je ne vais pas critiquer le travail parce que c'est du bon travail, hein. Visuellement on voit que c'est du montage qui est beaucoup plus poussé. On voit qu'ici on a de la rotoscopie où on va venir en fait sortir la cible, en fait, la personne qui est sur la vidéo, on va venir la détacher du fond, mettre un autre fond, un fond animé, plus ici on voit qu'il y a du texte animé avec des lueurs, ici on voit qu'il y a des éléments qui ont été ajoutés et comme je l'ai dit, rotoscopie qui fait qu'il a été détouré. Bon ben tous ces éléments techniques ne lui ont rapporté que 25 likes et 600 vues. Alors qu'il est plus technique, plus travaillé et donc du coup sur le papier, plus cher. Ok ? Mais en termes de résultats, en termes de retour sur investissement, qu'est-ce que ça lui rapporte ? Pas grand-chose. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je suis payé plus cher, même si mes vidéos sont moins travaillées. Et c'est exactement ça, selon moi, l'essence du Growth Editor. Évidemment, la technique n'est pas à jeter. Si tu es bon techniquement en montage vidéo et que tu viens le combiner à tous les skills qu'on peut avoir en tant que Growth Editor, des skills en termes de stratégie de contenu, de montage viral, de connaissance des algorithmes, etc., bah en fait, évidemment que on sera au niveau ultime, mais il n'y a pas besoin de ça. Pas besoin de ça pour bien vivre d'une activité de monteur vidéo. Évidemment, comme je l'ai dit, tous mes autres résultats sont dans mes stories à la une de résultats, j'en ai 4-5 et je partage littéralement des millions de vues, des évolutions clients, littéralement partout. Donc si tu veux checker, tu peux checker comme ça, tu as des exemples concrets de, concrètement, je suis environ, pour donner un ordre d'idée, payé entre 1000 et 3000 euros par mois pour entre 15 et 30 shorts, donc vidéos verticales, par mois sur les réseaux de mes clients. Et donc tu pourras voir du coup à quoi ressemblent ces fameux shorts, pour te faire une idée. Et donc maintenant, on rentre dans le concret. Comment devenir Growth Editor ? Donc j'ai une petite photo de moi à Kuala Lumpur qui gère le montage d'un de mes clients depuis le rooftop. Clients, comme j'ai dit, qui peuvent me payer jusqu'à 2000 voire plus 3000 euros par mois. Le plus gros deal que j'ai eu aujourd'hui, c'est 3000 euros par mois. Première étape pour devenir Growth Editor, c'est de comprendre la viralité et les algorithmes des réseaux sociaux. Ok, c'est la base. Sans ça, tu vas juste rester un monteur vidéo basique. Mais pour monter des vidéos qui marchent, qui font des vues pour tes clients, c'est le b.a.-ba. Faut comprendre ça. Sinon, il ne va pas se passer grand-chose du point de vue statistique chez tes clients. Alors, la première chose à comprendre, c'est que quand tu envoies un contenu, quand tu postes un contenu, il est montré à un échantillon de personnes. Un échantillon de personnes sur Instagram, TikTok, YouTube Short, etc. En fonction de ça, le contenu, soit il reçoit un bon engagement, donc il génère des signaux sociaux. Signaux sociaux, qu'est-ce que c'est ? C'est très important à comprendre. C'est tout ce qui va être like, commentaire, partage, abonnement et surtout, le plus important de tous, c'est le watch time. Combien de temps la personne a passé sur la vidéo ? Est-ce qu'elle a relu la vidéo ? Okay. Il y a aussi les enregistrements en signal social. C'est vraiment tous ces signaux-là qui vont être générés. Est-ce qu'il va y en avoir beaucoup ? Et donc, beaucoup, ça se traduit par bon engagement. Ou est-ce qu'il va y en avoir peu ? Et ça se traduit par un mauvais engagement. Eh bien, si on a beaucoup de signaux sociaux, le contenu va simplement être montré à plus de personnes, ok, à un plus grand échantillon de personnes. Pourquoi ? Parce que s'il y a beaucoup de signaux sociaux, que les gens interagissent avec le contenu, que les gens y passent du temps, eh bien, passer du temps sur Instagram ou sur tous les réseaux sociaux, ça veut dire plus de potentiel de montrer des pubs aux utilisateurs, donc plus d'argent. Et c'est ça le business model d'Instagram, de TikTok, de tous les réseaux sociaux. Et donc, s'ils voient qu'un contenu, les gens y passent du temps, le temps, l'attention, c'est la monnaie quand tu achètes de la publicité, tu achètes l'attention des utilisateurs, plus il y a d'attention, plus il y a d'argent, en gros, pour faire simple. Et donc au contraire, moins il y a de signaux sociaux, moins les gens passent de temps sur le contenu, moins ça va rapporter d'argent, moins le contenu est pertinent. Parce que typiquement c'est pareil, si le contenu au-delà de rapporter de l'argent, si juste les gens n'interagissent pas, c'est qu'il n'est pas pertinent. Donc quel est l'intérêt de mettre en avant un contenu peu qualitatif, peu pertinent ? Eh bien, il n'y en a pas. Donc dans ce cas-là, la visibilité va être réduite et donc derrière, pas de croissance sur le contenu et donc pas de croissance pour le client. Alors qu'à contrario,
voilà, bah, il est montré à plus de personnes s'il y a un bon engagement. Et à la suite de cet échantillon de personnes supplémentaires à qui il est montré, pareil, si ce nouvel échantillon de personnes réagit mal, voilà, à un mauvais engagement, donc peu de signaux sociaux générés, et bien là la visibilité va être réduite jusqu'à annuler la croissance, encore une fois. Cependant, si ce nouvel échantillon de personnes réagit bien, encore une fois, donc un bon engagement, beaucoup de signaux sociaux générés, et bien là le contenu va être montré à un plus grand échantillon de personnes, encore une fois, et ça, c'est ce qui fait de la croissance. Et donc le contenu fait plus de vues, rapporte plus de prospects pour le client et derrière plus de chiffre d'affaires. Donc il est content, donc il continue de nous payer tous les mois et il nous paye plus cher parce que nous sommes les seuls monteurs vidéo en capacité de lui apporter pas seulement du montage vidéo mais aussi des résultats concrets parce qu'on maîtrise la viralité, on maîtrise l'algorithme, on maîtrise les réseaux sociaux. Et voilà, donc là c'est purement la partie algorithme et viralité, mais il y en a une extrêmement importante également parce que voilà c'est bien beau, mais comment on génère des signaux sociaux ? Comment on fait ça ? Eh bien, ça va partir de la stratégie, ok, qu'on va voir en dessous, mais ça part aussi du montage vidéo viral. Le montage vidéo viral, c'est pas simplement le montage vidéo basique où on va juste apprendre la technique, ok, c'est comme ça qu'on fait un dérush, c'est comme ça qu'on est efficace, c'est comme ça qu'on fait un beau contenu, qu'on gère la colorimétrie. Franchement, j'ai jamais géré une seule colorimétrie depuis que je me suis lancé, ça fait des années, ça fait des années, et mes clients qui me payent le plus cher, il n'y a pas un seul travail de colorimétrie qui est fait sur leur contenu. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'en a pas besoin pour faire des résultats. Donc pour apprendre le montage vidéo viral, généralement, il y a deux piliers. Ok, deux piliers importants, c'est le dérush, tout part de là. À savoir que le dérush ici, c'est uniquement dans le cas où on va venir monter des vidéos en format face caméra. Donc il va falloir dérusher et enlever tout ce qui va être, du coup je le mets ici, superflu, répétition, hésitation, blanc, respiration, etc. Le superflu par exemple, c'est tous les moments qui n'ont pas vraiment d'importance, ok, qu'on pourrait dégager parce que ça prend du temps, ok, ces moments-là ils durent plusieurs secondes, sauf que s'ils sont pas pertinents, en fait les gens vont partir, les gens vont être lassés, les gens vont s'ennuyer et ils vont scroller, et s'ils scrollent, on perd en rétention, on perd en watch time, donc on perd sur le signal social watch time, ce qui fait que notre contenu risque d'être moins impactant, moins mis en avant. Donc c'est super important d'enlever quand on fait un dérush, donc dans le dérush viral, tout le superflu, c'est ce qu'il y a de plus important. Ensuite les répétitions, ça peut être des répétitions sur le même mot ou sur la même phrase, même si c'est pas les mêmes mots, ça veut dire un peu pareil, bam, on coupe, voilà, on enlève, on supprime. Les hésitations, quand le client se répète, il bégaye, il hésite, on enlève. Les blancs, on enlève. Les respirations, on enlève. Et, donc là c'est ce qu'on supprime, on va par contre trouver, ajouter des hooks viraux, trouver le hook viral du contenu, parce que par exemple sur un contenu face caméra, soit le contenu est scripté au préalable, donc le hook, bon bah on sait ce que c'est parce qu'on l'a scripté. Par contre, moi c'est un truc que j'ai beaucoup fait, des vidéos short tirées de vidéos YouTube format long pour mes clients, je vais déjà trouver les meilleurs passages, donc ça c'est un vrai skill à travailler que la plupart des monteurs vidéo n'ont pas, trouver les passages viraux qui ont du potentiel sur les réseaux, et ensuite à partir de ces passages viraux, trouver le meilleur hook. Et parfois, le meilleur hook ne se trouve pas dans l'ordre chronologique. Admettons qu'une idée soit développée, ok, alors voici comment faire des super baguettes à la boulangerie. Ok, voici comment faire des super baguettes à la boulangerie, ça pourrait être le hook. Mais admettons que dans cet extrait de vidéo, ils disent si tu fais mal cette baguette, ça tue mon business. Ça, s'il le dit pas dans le hook et qu'il le dit dans le corps de la vidéo, eh ben, c'est intéressant parce qu'il y a un côté négatif, il y a un côté curiosité, on a envie d'en savoir plus, qui est peut-être plus impactant que le début de la vidéo de base, le début de l'extrait que j'avais prévu de sélectionner, quoi. Eh bien, je vais venir prendre ce passage-là, je vais le laisser dans la timeline, dans le corps de la vidéo, mais je vais le dupliquer et aussi le mettre dans le hook parce que je le trouve plus impactant. Et c'est comme ça que parfois on passe d'un contenu qui a 1000 vues de potentiel à 1 million de vues potentielles, ok ? Et ça c'est super important. Donc on vient trouver aussi les hooks viraux et les meilleurs passages. Comme j'ai dit, voilà, dans une vidéo YouTube format long, tous les passages ne sont pas bons à prendre pour faire du short. Tout simplement. Il y a des passages qui sont mieux que d'autres, il y a des passages qui ont plus de potentiel que d'autres et donc il faut savoir les identifier. Et ça fait partie du dérush viral. Et ensuite, pour apprendre le montage vidéo viral, il faut aussi savoir ajouter des éléments dynamiques. Ok ? Je dis beaucoup que voilà, je suis pas très bon techniquement en tant que monteur vidéo. Je suis quand même un minimum doué, un minimum technique. Ok ? Je suis loin d'être extrêmement doué, extrêmement technique, mais je le suis un minimum. Et le minimum requis, le minimum viable pour servir des clients et avoir des résultats. Et c'est aujourd'hui ça que j'apprends aux monteurs que je forme, c'est le montage minimum viable. S'ils veulent pousser plus loin, moi j'ai des coachs, des monteurs plus techniques que moi, plus avancés que moi sur plusieurs domaines qui peuvent les aider directement. Mais aujourd'hui, en tant que growth editor, en tant que monteur stratège, on a besoin juste de ce minimum viable qui comporte
savoir faire des zooms, ok, gérer les keyframes, savoir faire des transitions, des light leaks, etc. Savoir utiliser des b-rolls, voilà, bien les placer, bien les introduire avec éventuellement des petits effets par-dessus, des petits effets de texture. Des animations, pareil, ça reste très simple, dans la même idée que du b-roll, venir mettre une photo qui apparaît, qui disparaît, ce genre de choses. On n'est pas du tout dans de l'animation très poussée. Du sous-titrage, ça c'est la base des bases, mais aujourd'hui, on peut le faire soit via sous-titrage automatique sur Premiere Pro par exemple, même sur CapCut, soit via des intelligences artificielles, comme il en existe des dizaines aujourd'hui qui sont très pertinentes. Donc ça c'est pareil, un essentiel. Musique, trouver les bonnes musiques, les musiques tendances, les musiques qui font des vues aujourd'hui, et bien gérer le mixage audio, enfin voilà, c'est un basique, et utiliser des sound effects. Il n'y a pas besoin de plus. Vraiment, il n'y a pas besoin de plus. Pour faire ce que je fais en tout cas. Pour vendre des prestats axés sur le ROI, le retour sur investissement, et être très bien payé en tant que monteur vidéo. Pour les logiciels, CapCut Premiere Pro. Je bosse sur Premiere Pro, mais j'ai commencé à avoir mes premiers deals très intéressants, pas loin des 1000 euros, avec VN Editor, qui était un logiciel mobile à l'époque. Aujourd'hui, j'aurais utilisé CapCut en équivalent. CapCut n'est pas tout à fait gratuit. Okay, aujourd'hui, il est très limité dans le gratuit. Premiere Pro est payant, mais j'estime qu'aujourd'hui, si tu veux faire du montage vidéo, ton activité, ton métier digital, il faut bien investir un moment un peu d'argent, quoi. Parce que derrière, si ça te permet d'en gagner 2000, 3000, 4000 euros par mois, si ce n'est plus, aujourd'hui mes plus gros mois, je les ai fait pas loin de 10 000 euros, eh bien, c'est que dalle, quoi. 10 balles, 20 balles, 30 euros par mois dans des logiciels de montage vidéo. J'opterais personnellement pour Premiere Pro dans la mesure où j'ai un PC. Premiere Pro, je peux tout faire avec. Troisième étape pour devenir Growth Editor, c'est de créer une stratégie de contenu viral. Et pour ça, rien de plus simple, je vais te partager ma stratégie, ma méthode qui m'a permis sur ces dernières années de générer plus de 300 millions de vues pour le compte de mes clients via les réseaux shorts que j'ai montés pour eux. Pour ça, il y a deux piliers. Le premier pilier, l'idéation, c'est simplement aller trouver des contenus adaptables à la niche du client qui possède les critères de viralité suivants. Okay, les critères que j'ai mis ici, on va les voir juste après. Avant, c'est important de bien comprendre que la base des bases, quand on crée du contenu et qu'on veut créer du contenu viral pour les clients, c'est de ne pas sortir des idées de contenu de son chapeau. Ça, c'est la pire chose à faire. La base des bases, la méthode ultime qui m'a permis d'avoir tous mes résultats clients, et c'est la même, hein. C'est pas parce que je le fais depuis des années que maintenant c'est bon, j'ai compris le truc et je sors des idées de contenu de malade pour mes clients. Non. Ce que je fais, c'est que je vais sur le marché US ou le marché français, mais surtout le marché US dans la mesure où mes clients sont francophones par exemple. Eh bien, le marché US a toujours un temps d'avance. Et je vais voir les contenus qui sont en train d'émerger le plus sur le marché. Quels sont les contenus en tendance, quels sont les formats qui marchent bien, quelles que soient les niches, ça peut être une niche séduction, quel est le format qui marche le mieux. Et derrière ce format-là, je vois que le contenu en question respecte les critères de viralité qu'on va voir juste après. Eh bien, comment je vais pouvoir l'adapter à mon client, à la niche de mon client qui n'est pas dans la séduction, qui est dans le make money par exemple, ou qui est dans la santé, comment je vais pouvoir adapter, comment je vais pouvoir reprendre la structure du contenu, l'idée du contenu, la tendance, etc. Donc je vais venir trouver ces idées-là. Comment on trouve une bonne idée? Une idée qui a du potentiel, okay, qui va pouvoir concrètement apporter des résultats à nos clients. C'est très simple. Il faut déjà que cette idée-là, que ce contenu dont on veut s'inspirer, ait fait plus de vues que le nombre d'abonnés du créateur. Il faut que le contenu, par exemple si un créateur a 20 000 abonnés, que le contenu ait fait au grand minimum 20 000 vues. Okay, si ce n'est le double, 40 000 vues par exemple. Il faut que le contenu ait aussi fait plus de vues que la moyenne de vues habituelle des contenus. Si ce créateur qui a 20 000 abonnés, il a normalement une moyenne de vues de 5-6 000, okay, et qu'il a un contenu qui fait 15 000 vues. C'est plus que la moyenne de vues habituelle. Cependant, c'est moins que son nombre d'abonnés. Donc, ce critère-là n'est pas respecté, ça passe pas. Cependant, si le contenu a fait 26 000 vues et que d'habitude il fait 6 000 vues en moyenne, eh bien ça coche ce critère et également le premier. Il faut aussi, si possible, que le contenu ait été posté récemment, genre 1 à 3 mois. 1 à 3 mois c'est le top, comme ça on sait qu'on est encore dans la tendance, c'est pas un contenu trop vieux qui a été viral il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, et où on pourrait se dire que s'il a été viral il y a 2 ans, peut-être que les mentalités ont changé, peut-être que la tendance n'est plus à ça, et que le contenu a été vu-revu et qui marchera pas autant. Et ensuite, un dernier critère, est-ce que le contenu est mimétisable? On va voir le terme derrière un peu plus en profondeur, avec vos moyens. Donc oubliez le motion design complet par exemple, parce que tu sais pas faire de motion design. Tout comme moi, la plupart des montages de malade, je sais pas le faire. Soit je les délègue, ok, donc je peux quand même les faire. Soit je les fais pas et je trouve juste d'autres idées de contenu. Et généralement, comme je l'ai dit, c'est pas parce qu'un contenu est très poussé techniquement qu'il va bien marcher. Et donc une fois qu'on a l'idée, on passe à la mimétisation. La mimétisation, c'est un terme que j'emploie depuis un bon moment maintenant, et ça signifie simplement qu'on va venir reprendre un ou plusieurs aspects du contenu d'inspiration qu'on va venir adapter à notre client. Typiquement, le script. Comment le script a été construit, quel type de hook, comment il annonce ses idées, comment il partage la valeur dans le body, dans le corps de la vidéo. Et s'il fait un appel à l'action,
comment il le fait cet appel à l'action-là. Ensuite, la structure du contenu. Concrètement, c'est pareil que le script, mais c'est un peu plus large. Genre, ok, est-ce que le contenu c'est hook, body, call to action, ou est-ce que c'est plutôt hook, body, ou est-ce que c'est plutôt juste un body, il n'y a pas forcément de hook, c'est un extrait qui a été trouvé comme ça. Est-ce que c'est plutôt, il n'y a pas forcément de hook ou quoi, c'est plutôt un contenu b-roll, donc c'est pas du tout face caméra, il n'y a personne qui parle, juste ça va être un contenu avec des textes qui apparaissent, comment ils apparaissent, ok, quelle est la structure de ce contenu, est-ce qu'il y a des changements de plan, etc. Ça fait partie de la structure, les changements de plan, et qu'on va venir derrière mimétiser, ok, on va répliquer les changements de plan. Si au début on a un texte sur une ligne et qu'après il passe sur deux lignes et qu'après il disparaît, qui réapparaît, pareil, ça fait partie de la structure, on va reprendre ça aussi. Donc voilà, la musique, quelle est la musique utilisée, le style de musique, pas forcément autant de reprendre la même, sauf si on veut suivre une tendance, et généralement les tendances sont associées à des musiques, donc c'est important de reprendre les mêmes musiques. Typiquement ensuite les plans, quel est le type de plan qui a été utilisé, et ça rentre aussi dans les changements de plan, les plans utilisés, comment ils sont alternés, ok, à quelle fréquence sont les changements de plan, le rythme du contenu, le style de montage, est-ce que c'est un montage poussé, pas poussé, est-ce que c'est un montage où il faut spécifiquement du dynamisme ou pas. Voilà, tous ces éléments, on va venir les mimétiser, les adapter à notre client. Éléments qui sont tirés de cette vidéo d'inspiration, quelle que soit la niche de la vidéo d'inspiration, ok. Encore une fois, je le redis, si notre vidéo d'inspiration est tirée de la niche séduction, que notre client est dans la niche de la santé, eh bien on va pas reprendre ce qui est dit sur le contenu parce qu'on ne pourra pas adapter, ça fait pas sens. Par contre, on va venir reprendre éventuellement la structure du contenu, le script, etc. En adaptant, comme je viens de le dire, à la niche du client et à son personal branding. Le personal branding, c'est simplement comment le client communique, quelle est son image, qu'est-ce qui fait que le client, en fait, on retient son image personnelle. Est-ce que c'est sa manière de parler, est-ce que c'est son style de montage, est-ce que, peu importe, ok, peu importe ce que c'est, les mots qu'il utilise, la police d'écriture qu'il utilise, tout ça, ça fait partie du personal branding, de l'image du client, donc on va évidemment adapter à ça aussi. Et pour montrer plus concrètement à quoi ça ressemble, typiquement ici, on pourrait se dire que ça c'est notre contenu d'inspiration. Un contenu d'inspiration qui a fait 2 millions de vues, qui respecte les critères de viralité vus précédemment. Et ce contenu-là, si on l'analyse bien, il a plusieurs éléments à mimétiser. Des éléments type genre mind map plus illustration. Ce qu'on voit ici. Ça, c'est un des éléments qui, pour sûr, a fait que le contenu a bien marché. Parce que, comme je l'ai dit ici, il n'y a aucune raison de ne pas être viral en reprenant les codes d'un contenu qui a déjà été viral dans la mesure où nous reprenons bien les codes. Donc, en l'occurrence, cette mind map avec illustration, c'est un code. Le sous-titrage sobre au milieu de l'écran, c'est un code. Le facecam en écran scindé, c'est un code. Et donc, si c'est notre contenu d'inspiration ici, eh bien, le deuxième qu'on voit là, c'est le contenu mimétisé. Qu'est-ce qu'on a fait pour mimétiser ce contenu en adaptant à la niche? Très simple, on a repris les éléments clés, donc le facecam en écran scindé, mais ici on voit qu'on a pu adapter dans la mesure où on a inversé. C'est-à-dire que la mind map, au lieu qu'elle soit en haut, on l'a mis en dessous. Et ça, c'est un moyen très simple de ne pas faire de la copie, ok, de ne pas faire du copier-coller, ce qu'on ne cherche pas, mais de reprendre les codes tout en adaptant à l'image du client, tout en adaptant au style du client. Et le style du client, c'est d'être en haut au lieu d'être en bas. Bon ben voilà. Ensuite, on a aussi la cam en couleur et la scène est différente. Là où ici, il est sur sa chaise de bureau, ok, dans un intérieur et sa cam est en noir et blanc, l'écran est en noir et blanc. Ici, c'est en couleur, on est en extérieur avec un setup où il est sur son iPad avec une canette de coca qui correspond plus à son style en fait, tout simplement. Ensuite, il y a toujours du sous-titrage sobre au milieu, donc là ça reste similaire à lui, juste c'est la police d'écriture qui a été changée, et la mind map qui contient des illustrations différentes, dans un style différent, parce que le sujet traité n'est pas le même, donc on vient traiter un sujet différent. Et donc voilà ce que j'appelle la mimétisation, on vient adapter les codes qui ont fait qu'un contenu a bien marché, et on vient les adapter justement à notre client, donc à sa niche et son personal branding. Voilà. Et encore une fois, il y a d'autres exemples, là c'est plutôt de clients que j'ai pu accompagner ou pour qui j'ai pu faire des contenus directement. Ici on a un contenu d'inspiration, donc c'est pas du face cam comme là, c'est plutôt du contenu que j'appelle le contenu b-roll. On a un contenu qui dit quand un client dit je ne suis pas intéressé, donc en gros ça correspond à une objection. Là c'est dans la niche du closing, thématique closing. Nous on est venu l'adapter à la niche immobilier. Ok, immobilier, donc quand ton acheteur dit j'achète votre maison 20 000 € de moins, qui est du coup l'objection qu'on a ici dans la niche du closing, qu'on vient adapter ici à la niche de l'IMO, et bien pareil, on vient reprendre la structure en adaptant à notre niche, tout simplement. Et c'est ce qui fait que on arrive à avoir sur un contenu francophone 1,6 million de vues, alors que sur un contenu anglophone qui a du coup un plus gros marché, 2,9 millions. Ce qui fait que c'est un succès. Voilà, c'est un succès. Et ce genre de contenu, aujourd'hui, pour tes futurs clients, ça va leur apporter beaucoup de prospects, beaucoup de leads et donc beaucoup de clients. Donc, c'est une méthode qui marche. Et pour ça, je suis désolé, il n'y a pas besoin d'être un monteur très technique pour faire mettre des textes depuis Instagram. Parce que là, pour le coup, les textes ont été mis, par exemple, depuis Instagram ou depuis CapCut. Extrêmement simple. Pareil ici, 10K par mois, c'est trop dur.
10K par mois c'est trop dur. On a traduit ici en français et derrière ça provient d'un contenu qui était de la même niche, c'est-à-dire niche e-commerce. Par contre ce qui a été adapté, c'est que après le hook, il partage des logiciels en e-commerce. Là, dans le contenu qu'il partage, c'est des logiciels assez mainstream en e-commerce. Alors que nous, ce qu'on partage ici, c'est le logiciel du client pour lui apporter des leads sur son logiciel. Donc en fait, c'est pas grave là pour le coup si c'est un peu plus proche du contenu d'inspiration en termes de mimétisation, mais on est venu adapter pour ce qui rapporte concrètement du cash, des résultats au client, c'est-à-dire mettre en avant son logiciel. Voilà. 1 million de vues. Ensuite, la quatrième étape, c'est de créer une offre héroïste. Une offre héroïste, c'est une offre qui offre un retour sur investissement au client. Le retour sur investissement au client, il peut s'offrir de différentes manières que j'ai mis juste en dessous. On a un premier retour sur investissement en termes de temps gagné. Le temps gagné, ça passe par quoi? Ça passe par le fait que tout le processus de création de contenu va être délégué. On va s'en occuper, donc il n'aura pas à gérer. Il va gagner du temps et ce temps-là, il va pouvoir l'investir sur des tâches à plus haute valeur qui vont lui faire gagner plus d'argent. Ça, c'est un retour sur investissement. Ensuite, le deuxième retour sur investissement, c'est l'argent généré. Typiquement, on va créer pour le client une stratégie de contenu rentable qui va lui permettre d'obtenir plus de vues, plus de leads et plus de ventes. Et ça, c'est ce qui permet au client d'avoir un retour sur investissement en termes d'argent. Et ensuite, en termes d'image perçue, donc on va venir améliorer sa présence. On va venir renforcer son personal branding, ce qui fait que les gens se souviennent de lui aujourd'hui, ce qui fait qu'il a une image impactante sur son marché et on va aussi venir renforcer son autorité. Et ça a un certain retour sur investissement, que ce soit en termes d'argent, parce que ça va permettre à ses prospects, à ses leads, à ses clients de plus lui faire confiance, donc de plus passer à l'action avec lui. Ça va permettre aussi, même dans son réseau, dans sa vie perso, relations, réseau pro, etc., eh bien, de connecter plus facilement avec des gens, que les gens aillent plus facilement vers lui parce qu'ils accrochent avec son personal branding, parce qu'ils ont été exposés à lui de par sa présence sur les réseaux qu'on est venu améliorer via notre montage qui fait des vues, via les contenus qu'on va créer simplement qui vont lui permettre d'être visible sur les réseaux. Et bien tout ça, ça offre un retour sur investissement de bien des manières. Et c'est ce qui permet de vendre une offre assez chère. Quand je dis assez cher, c'est une offre à 1000, 2000, 3000 euros, si ce n'est plus. Ok, je vais pas dire 4000 parce que aujourd'hui, j'ai jamais vendu encore une offre à 4000 euros par mois, mais 1000, 2000, 3000, je l'ai déjà fait et c'est faisable quand on se concentre sur un pilier, si ce n'est les 3 piliers. Ok, temps gagné, argent généré, image perçue. Typiquement, quand je vais voir un client, je lui dis écoute, je gère toute ta stratégie de contenu, de l'idéation jusqu'à la publication sur tes réseaux. Le but, c'est qu'on génère tant de vues, tant de leads, ok, ça va vraiment dépendre de ce que recherche le client à l'instant T, ok, quel est son objectif, qu'est-ce qu'il cherche en termes de ROI et je vais axer ma promesse dessus. Et donc, pour délivrer ma promesse, pour l'atteindre, eh bien, je vais utiliser mes skills de growth editor, de monteur stratège. Je vais venir utiliser mes skills que j'ai développés en termes de viralité, en termes de stratégie de contenu, etc. Donc, on crée une offre héroïste en se basant sur un de ces 3 piliers, si ce n'est les 3 à la fois, c'est beaucoup mieux, c'est ce que je recommande. Maintenant, important, étape 5, comment on trouve des clients concrètement? Il y a 4 grandes manières de trouver des clients. Premièrement, la recommandation. Les recommandations qui vont pouvoir être faites de la part de tes clients actuels, de la part de ton réseau actuel. Typiquement, si tu bosses avec moi, admettons que je te forme à devenir Growth Editor, eh bien, il se peut que je te recommande à mes clients parce que je cherche à déléguer une partie du travail ou à donner des contrats parce que je ne peux pas tous les prendre aujourd'hui dans mon agence. Eh bien, là, c'est le biais d'une recommandation. Je te donne un contrat, c'est une des manières de trouver un client. Et au-delà de, si tu bosses avec moi et que je t'envoie mes contrats, ça peut être si tu fais du bon boulot pour un de tes clients et que ce client-là est satisfait, il va peut-être pouvoir te recommander aussi à d'autres personnes de son entourage qui le solliciteraient en lui demandant est-ce que tu connais un bon monteur, et bien bam, tu lui as fait du bon travail, il te recommande. C'est le moyen le plus puissant de trouver des clients parce que tu passes par un intermédiaire de confiance et ça n'a pas de prix. Ensuite, la prospection, tu vas aller simplement contacter des gens, voilà, rien de plus simple, ça c'est la méthode de base pour le coup par laquelle je suis le plus passé, qui m'a rapporté le plus de résultats. Donc prospecter sur Instagram en envoyant des DM, aussi sur X, sur LinkedIn, sur Facebook, dans des communautés. Dans des communautés type Discord, type School, en envoyant directement des messages WhatsApp, en faisant du cold calling, des appels. Ça, bon, je l'ai jamais fait perso, mais voilà, au moins je le mets parce que c'est possible. Ou en faisant de l'emailing, en envoyant des emails. Toutes ces méthodes marchent. Maintenant, quel canal choisir? Je ne conseille pas forcément de prospecter sur tous les réseaux. Il faut plutôt prospecter sur les réseaux sur lesquels ton client cible que tu auras défini par rapport à ton offre, par rapport à ta spécialisation, parce que si tu es spécialisé par exemple dans le montage de vidéos de vente, de VSL, eh bien tu vas peut-être trouver pas mal de personnes sur LinkedIn, des entrepreneurs assez avancés qui utilisent des VSL. Donc c'est peut-être plus pertinent pour toi d'aller prospecter sur LinkedIn.
pour ça. C'est qu'un exemple, ok, c'est pas forcément vrai, mais c'est un exemple. Alors que si ta spécialité c'est plutôt de scripter un réel, un short de A à Z et derrière de publier en organique sur les réseaux de tes clients, c'est pas de l'ads, c'est de l'organique, eh bien rien de mieux qu'Instagram. Tu vas avoir à l'appel des créateurs qui postent des shorts comme toi tu fais, des shorts dans un style dans lequel tu es spécialisé. Rien de plus simple que du coup de voir leur contenu actuel et de les contacter. Tu vois, ils seront plus présents sur cette plateforme-là que sur LinkedIn par exemple. Tout simplement parce que LinkedIn c'est surtout du format écrit alors que Instagram c'est du format vidéo. Donc typiquement tu trouveras plus facilement des gens qui utilisent le format vidéo, format que toi tu vends. Ensuite la création de contenu. La création de contenu c'est très très fort surtout quand on vend des offres haut de gamme. Typiquement tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube, j'ai une vidéo qui a fait un peu plus de 4000 vues. Cette vidéo là m'a rapporté plus de 30 000 euros de chiffre d'affaires. Plus de 30 000 euros de chiffre d'affaires, donc des personnes qui m'ont réservé un appel avec moi après avoir vu la vidéo, que j'ai closé sur mon offre à plus de 2000 euros par mois et que j'ai gardé sur plusieurs mois. Cette vidéo là m'a rapporté ce genre de deal. Donc, c'est pas négligeable en fonction de ce que tu proposes. Donc par exemple, moi YouTube c'était intéressant parce que je vendais une vraie stratégie. C'était un peu plus complexe, c'était pas seulement du montage. Donc YouTube ça me laisse le temps de montrer, ok, voilà la stratégie, voilà comment elle fonctionne, voilà le type de résultat qu'elle va pouvoir t'apporter et voilà comment je l'ai mis en place chez d'autres personnes et comment elle a eu des résultats. Alors forcément, si tu pars de zéro, tu vas pas pouvoir montrer des exemples de tes clients, mais tu vas pouvoir montrer des exemples de personnes qui marchent bien sur le marché avec cette stratégie. Tu vas pouvoir dire que tu es en mesure de faire pareil, tout simplement. Bon, c'est un exemple encore une fois, il y aura des vidéos dédiées là-dessus, plutôt sur l'acquisition client. Là, je reste vaste. Ensuite, Instagram, pour moi, si tu vends de la vidéo short, Instagram, il n'y a rien de mieux pour créer du contenu. Pourquoi ? Parce que tu vas venir déjà créer des shorts sur ta page Instagram. Ça va être ton portfolio. Il y a trop de monteurs aujourd'hui et je suis choqué de voir ça encore, des monteurs qui n'ont pas de vidéos short sur leur page Insta ou qui n'ont même pas créé de page Insta dédiée à cette activité-là, tu vois, qui prospectent avec leur compte perso. Mais en fait, quand tu vas voir un client qui est parfois demandé, tu vois, qui reçoit beaucoup de messages, la première chose, c'est d'aller voir qui tu es, voir ton compte Instagram. Ton compte Insta n'est pas optimisé, tu crées aucun contenu, tu crées aucun short. Ça peut être des shorts Instagram où on te voit, ok, et que tu as monté, soit que tu te filmes et tu montes par-dessus, ou alors tu vas prendre des extraits tirés de podcasts, d'interviews, etc. et tu les montes et tu les mets sur ton Insta en portfolio. C'est pas grave si on ne te voit pas. Au moins on voit ton travail. On peut se projeter avec toi, savoir si oui ou non, en un clin d'œil, on peut bosser avec toi ou pas. Moi j'ai eu trop de monteurs qui m'ont envoyé des messages, parce que je recrute pour mon agence des monteurs vidéo, en plus d'en former certains, qui me disent « Oh, je suis intéressé ». Bon, déjà, ils m'envoient pas leur portfolio. Je vais sur leur Instagram, rien n'est optimisé. Avec qui tu as travaillé ? Si tu n'as travaillé avec personne, c'est pas grave, ok. Je regarde tes reels alors. Je regarde tes contenus, je regarde ton portfolio, je regarde les contenus que tu mets en avant. Il n'y a aucun contenu sur ton Instagram. Pourquoi tu ne crées pas de contenu ? D'autant plus que des contenus Instagram, ça ne sert pas que de portfolio, ça ne sert pas que de vitrine, des contenus short. Ça sert aussi à toucher des gens. Parce qu'il y a des contenus short qu'on va pouvoir faire en tant que monteur vidéo, où on va monter une vidéo, on va montrer les backgrounds de comment on monte une vidéo. Des contenus comme ça littéralement aux US, j'en ai vu qui font des millions de vues. Des millions de vues qui apportent derrière des messages, mais tu n'imagines même pas à quel point les gens qui font ce genre de contenu reçoivent des DM. Et donc ça te permet aussi de toucher des gens simplement et pas de s'en servir simplement comme vitrine. Donc pareil, tu vas pouvoir créer des contenus comme ça, qui est rich, qui font des vues et qui te serviront en plus de preuve pour dire regarde moi mes contenus ils font des vues. Je t'en fais aussi qui font des vues, tout simplement. Bon bah TikTok c'est le même principe. LinkedIn, simplement tu vas aussi créer du contenu écrit en plus de vidéos, tu peux faire les deux, mais c'est plus le contenu écrit qui marche bien et donc encore une fois ça dépend de ta cible. Si tu t'adresses à des CEO, à des grands dirigeants de boîtes, c'est sûr qu'ils seront plus faciles à adresser sur LinkedIn que sur Instagram. Donc encore une fois ça dépend de ta cible et de ta spécialisation. Twitter X, c'est pareil. Voilà, intéressant de créer du contenu écrit, dépendamment de ta cible, où elle se trouve. C'est le même principe. Et enfin, dernière méthode, celle que je recommande peut-être le moins, c'est les sites de freelance, mais qui reste intéressante, je pense, quand tu démarres, pour te faire un portfolio, pour te faire tes premières expériences, aller sur des sites de freelance comme Malt, ComeUp, Fiverr, Upwork, ce genre de site qui te permet en fait d'avoir une présence sur un site, être référencé et éventuellement avoir des gens qui viennent vers toi. Le point négatif, c'est que les gens qui viennent vers toi, tu vas afficher tes tarifs. Typiquement, les gens qui vont sur ce genre de site, ils recherchent des prestataires à payer à l'heure. Nous, on ne veut pas être payé à l'heure, on veut être payé au résultat qu'on apporte. Et c'est compliqué de vendre les résultats, de se positionner très cher en promettant des résultats sur un site de freelancing où 99% des freelances vendent leur temps. Donc, c'est bien au démarrage si tu veux commencer à vendre ton temps, de faire des premières expériences. Et derrière, une fois que tu as fait, admettons, tes premières ventes où tu as vendu ton temps, derrière, ce qui peut être fait, c'est upsell le client sur une prestation plutôt axée sur les résultats. Ça, c'est possible, ok ? Et dans ce cas-là, c'est intéressant. Mais si tu y es juste pour essayer de faire la concurrence de qui vend le moins cher avec tous les autres freelances qu'il y a sur ces sites et vendre ton temps pour le long terme et par rapport à moi, mon approche, je trouve que c'est le moins pertinent du tas. Mais donc voilà. Et une fois que tu trouves tes clients,
très important, c'est la dernière étape, c'est les délivrer. Alors là, tu vois, il y a beaucoup de choses, ok? Mais tu pourrais simplement te contenter en démarrant, et c'est comme ça que moi aussi j'ai fait quand j'ai démarré, simplement de facture contrat, d'un canal de discussion ou discuter avec tes clients et d'avoir les accès mots de passe de tes clients pour poster sur leur compte si tu gères aussi la publication. Maintenant, je vais quand même tout partager. Aujourd'hui, si tu veux une délivrabilité client haut de gamme 5 étoiles qui fait que les clients te considèrent pas juste comme un petit monteur vidéo, mais comme un expert, un stratège. Et ils vont te respecter. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des monteurs vidéo ne se font pas respecter. Aujourd'hui, ce qui fait que j'arrive à être respecté, c'est en partie parce que je me positionne pas comme tiens, je suis un petit monteur vidéo, je vais te vendre tant d'euros par heure, etc. Non, je t'implémente une stratégie, on va avoir tant de résultats, je suis un growth editor, je vais pas te faire juste du montage vidéo, je vais vraiment t'accompagner pour aller chercher plus de chiffre d'affaires. Et donc pour ça, mon véhicule, c'est le montage vidéo. Mais par contre, on va avoir du résultat. Et je vais venir mettre la forme. Et la forme, c'est ce qu'on voit dans un onboarding. Typiquement, la forme, c'est quoi? Arriver vers le client et lui dire ok, tu as le lien de la page web pour ton onboarding. Il arrive, il a une page avec une vidéo de toi qui lui explique comment ça va se passer, les prochaines étapes, etc. Ensuite, les résultats réalistes qu'on va pouvoir obtenir, comment se passe la collaboration, tu cadres bien les choses et ça te différencie tout de suite d'un monteur lambda. Là, tu cadres les choses, tu dis ok, la collaboration va se passer comme ça, voilà à quoi tu peux t'attendre, voilà comment ça marche avec les clients d'habitude avec qui on travaille, que tu aies travaillé ou pas avec des clients, voilà, tu imposes tes standards en fait et tu montres voilà comment ça se passe. Là, tu as le formulaire à remplir pour qu'on ait les informations, bam, 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 t'enchaînes, tu utilises Tela, Loom pour les vidéos d'onboarding qui vont venir dans ce funnel d'onboarding là avec les logiciels suivants, Card pour faire des sites web, c'est pas très cher et ça fait des sites web super jolis, System.io, la base pour faire pareil des tunnels de vente et Notion, tu peux aussi faire ton onboarding sur Notion avec une page que tu partages en lien web. Donc une fois que tu as ça, des vidéos d'onboarding sur des hébergeurs où tu vas pouvoir mettre du texte, des vidéos, etc. Tu peux aussi utiliser des formulaires pour récolter des informations sur ton client dépendamment de ce que tu fais pour lui. Typiquement, si tu scriptes les contenus de tes clients, ça va être important de connaître le business de tes clients, d'avoir un maximum d'infos sur leur business, leur manière de parler, leur manière de présenter les choses, leurs promesses, leur avatar client, parce que le script ne va pas du tout être le même en fonction d'un avatar client et d'un autre, ok? En fonction d'une niche et d'une autre. Donc super important de récolter les infos. Et donc si tu es monteur de bas étage, tu vas récolter les infos comment? En envoyant des messages sur WhatsApp. Mais ça va être le bordel, surtout dépendamment avec le type de client avec lequel tu bosses. J'ai bossé avec des clients typiquement qui ne voulaient pas une conversation sur WhatsApp. Tout était sur Notion, en asynchrone. Ils ne voulaient pas perdre de temps dans les conversations ou alors des conversations d'ordre important. Donc typiquement, ce genre de client, tu vas pas lui poser 15 000 questions pour avoir ces infos-là, tu vas envoyer un formulaire. Ensuite, automatisation, ça c'est à un niveau plus poussé. Franchement, jusqu'à 10K par mois, tu peux t'en passer quoi. Automatisation, c'est ce qui va faire en sorte que dès que le client il rentre dans ton funnel d'onboarding, il remplit le formulaire, bam, il reçoit un mail automatique ou dès qu'il paye, bam, il reçoit un lien et puis ça lui envoie la facture. Et puis, tu vois, c'est automatisé en fait tout ce qu'il fait, toutes les tâches manuelles que tu vas avoir à faire pour tout ce process là. Mais bon, c'est pas c'est intéressant, mais c'est pas l'endroit où tu vas te focus le plus. Aujourd'hui, j'estime que si t'es débutant, ça c'est pas ton focus. Ok, déjà trouve les clients, après tu les délivres du mieux que tu peux. Moi je te conseille quand même si c'est ton premier client, de faire une superbe expérience de délivrabilité. Pour ça, t'as pas besoin d'automatisation au début. Et ensuite, facture contrat. Donc ça, soit tu passes par des logiciels de compta, soit tu passes par ce que tu veux en fait. Tu fais le contrat sur Google Doc, tu fais les factures. Enfin après, il y a plein de moyens de faire. Ça, pareil, j'explique à mes clients, j'ai des templates tout fait. Mais en l'occurrence, t'as pas besoin de trucs de fou quoi. Pour faire des factures et des contrats, tu as juste besoin d'être déclaré et d'être réglo quoi, d'avoir ta boîte, une boîte qui existe, etc. Et pareil, ça c'est très simple à faire, surtout aujourd'hui si tu es en France, créer une micro-entreprise, ça se fait en un claquement de doigts, et si tu démarres juste, tu as une fiscalité super avantageuse sur la micro-entreprise. Ce sera le sujet d'une autre vidéo. Ensuite, communication et gestion de projet. Quand ton client, tu as fait l'onboarding, maintenant comment tu vas communiquer et gérer le projet, donc le projet que tu lui as vendu. Tu lui crées tant de contenu, on va aller chercher tel résultat, on va te faire des vidéos YouTube, on va te faire des vidéos short. Ce projet-là, comment on communique dessus? Soit, moi, ce que j'ai pour mes clients, typiquement, c'est un calendrier de contenu sur Notion. Je les mets dans un Notion, ok, un espace où ils ont un calendrier de contenu. Et ils ont un accès aux prochains contenus qui sont sur un calendrier. Dans ces contenus-là, tu vois le script, tu vois l'état du contenu, etc. Alors maintenant, je travaille plus tout seul. Comme je dis, je délègue à des monteurs que je forme certaines de mes prestats. Donc je travaille en collab avec des monteurs. Mais même en travaillant tout seul, j'utilise un calendrier de contenu pour montrer que le client puisse avoir une trace de ce que je fais en contenu et qu'il puisse valider en un clic. Au lieu que je lui envoie un WhatsApp, ok, est-ce que tu peux valider le contenu de tel jour? Va sur le Notion, je t'ai fait une semaine de contenu, adapte les statuts, valider, retouche. Ensuite, Frame.io. Frame.io, c'est le truc de base. Si tu es monteur vidéo que tu n'utilises pas Frame.io, il y a un gros problème. Tous les monteurs vidéo avec qui j'ai voulu bosser qui n'avaient pas Frame.io, soit ils l'installent, soit on peut pas bosser ensemble. Parce qu'en fait, Frame.io, c'est un logiciel sur lequel tu vas mettre tes exports, les vidéos que tu viens de monter, pour que derrière, tu les partages
dans un lien visionnable. En fait, on clique sur un lien, on regarde la vidéo que tu as mis dans frame.io, on a juste à cliquer, on lit la vidéo, et si à 0,47 secondes, on a un moment qui nous plaît pas, on a genre une animation qui nous plaît pas, on va commenter sur le frame.io, donc c'est un lecteur vidéo assisté d'un espace commentaire, on vient commenter, enlève cette animation. Et si on commente et qu'on est à 47 secondes de lecture, le commentaire va être attribué au timecode 47 secondes, en gros. Et ça permet au client qui fait les retours de ne pas avoir à se prendre la tête, à aller de la vidéo à WhatsApp et dire ok, vers ce moment-là, il y a un truc qui va pas, ensuite vers ce moment-là, il y a un truc qui ne va pas, ensuite comment t'expliquer, là tu vois sur cet endroit-là en haut à gauche, donc il doit prendre un screenshot, faire des dessins dessus pour montrer ce qui va pas. Non, frame.io, tu mets les commentaires au timecode précis. Et c'est super, d'autant plus que c'est une extension de Premiere Pro. Donc derrière, tu peux voir Frame.io depuis Premiere Pro. Tu peux exporter sur Frame.io directement et partager un lien de visualisation à ton client. Au lieu de partager un lien WeTransfer, il va devoir télécharger la vidéo, ce qui est déjà pas safe parce qu'on ne sait pas ce que tu lui envoies à télécharger. En plus, ça lui prend du temps de télécharger dépendamment de sa connexion internet. C'est chiant, ça lui fait un fichier sur son ordinateur et pour faire les retours, c'est une grosse galère. Donc j'insiste vraiment dessus. Frame.io, c'est super important. Il y a un plan gratuit, un plan payant. Le plan gratuit suffit pour tes premiers clients et dès lors où tu commenceras à être rémunéré, pourquoi pas investir sur le plan payant parce que tu vas avoir besoin d'un espace de stockage un peu plus grand. Ensuite, canal de discussion, WhatsApp, la base. Mais tu as aussi Slack. Si tu veux t'organiser, tu as plusieurs clients, tu veux gérer ça en canaux, je pense que si tu démarres, concentre-toi sur WhatsApp. Pas besoin de Slack. Ok, aujourd'hui je fais sur WhatsApp. Un temps j'ai été sur Slack, c'était très bien. Quand tu bosses en équipe surtout c'est très bien, mais si tu bosses tout seul, WhatsApp suffit. Et ensuite, le partage de ressources qui se fait via Google Drive. Typiquement, si le client doit nous partager des B-rolls, ok, des plans de coupe de lui, il nous les met dans un Google Drive et nous on va pouvoir les récupérer dessus. Nous, si on veut envoyer des vidéos exportées pour que lui puisse les publier, par exemple, si c'est lui qui s'occupe de les publier, on vient les mettre dans un drive, ok, comme ça il les télécharge en haute qualité. On n'envoie pas une vidéo sur WhatsApp parce que la qualité est dégradée. Toutes les ressources nécessaire, surtout c'est ce que va nous envoyer le client en fait, qu'on va devoir incorporer dans nos montages, un espace Drive, ok, un espace Drive où on gère tout. Et enfin, l'accès aux réseaux sociaux. Si tu gères aussi la publication, ce que je te conseille pour augmenter ton package, ce qui me permet moi d'avoir une solution vraiment clé en main, et c'est cette solution clé en main qui me permet de vendre cher, eh bien avoir accès aux réseaux sociaux de tes clients, c'est la base. Pour ça, on a le Meta Business Suite, qui te permet d'avoir accès aux réseaux de tes clients, Instagram et Facebook, ok, Meta c'est Instagram et Facebook, sans avoir le mot de passe Instagram et Facebook de ton client. Donc, tu n'as typiquement pas le pouvoir de supprimer ses contenus, de faire des bêtises sur son compte, non. Et ça c'est bien parce que ça rajoute de la sécurité. Toi tu sais que si jamais il y a un problème, quelqu'un prend tes codes, quelqu'un prend ton ordi, il ne pourra pas faire trop de bêtises, tu as le Meta Business Suite. Donc ça te protège. Et ça protège le client dans le sens où il n'a pas donné ses accès intimes, tous ses messages, le lien de son Instagram, son mot de passe Instagram, et tu vas pouvoir changer les paramètres, tu vas pouvoir changer plein de trucs, changer son profil, poster un truc de malade si tu veux. Non, là, Meta Business Suite, tu peux contrôler, tu peux dire au client, mets-moi de ces autorisations-là pour que je puisse poster les Reels, etc. Et c'est super, d'autant plus que ça te permet de bosser depuis ton ordinateur et de poster depuis ton ordinateur. Ce qui est complètement galère à faire depuis Instagram, et surtout, tu vas pouvoir programmer les contenus. Et le faire depuis le Meta Business Suite, au lieu de le faire avec une plateforme tierce, genre Metricool, Buffer, etc., c'est mieux parce que Meta, c'est Instagram, Facebook, c'est la solution d'Instagram et de Facebook. Donc en fait, il n'y aura pas de problème de portée, de reach. C'est fait pour ça, tu vois. Alors qu'un logiciel externe, genre Metricool, etc., c'est un logiciel externe à Meta, externe à Facebook, Instagram. Donc il y a des idées reçues comme quoi ça pourrait réduire le reach, etc. Moi, je préfère éviter tout ce qui est solution externe. Je prends les solutions natives des plateformes. Pareil pour TikTok, du coup avec le TikTok Studio. Le TikTok Studio me permet de poster depuis mon ordinateur pour mes clients sur TikTok et de programmer sur TikTok, ce que tu ne peux pas faire depuis TikTok mobile. Et ça me permet aussi de ne pas être sur mon téléphone en fait pour poster. Donc j'organise en bossant simplement sur l'ordinateur et c'est beaucoup mieux. Je suis pas tenté du coup de partir sur le compte de mon client et de commencer à scroller, c'est une boucle sans fin. Donc TikTok Studio. Et pour YouTube, pareil, YouTube Studio, YouTube basique, juste il t'ajoute un administrateur sur sa chaîne YouTube avec les droits dont tu as besoin. Donc voilà, maintenant tu as les clés pour devenir Growth Editor. Je pense que tu comprends un petit peu mieux ce qui m'a permis de générer plus de 100 000 euros depuis que je me suis lancé dans le montage vidéo. Et bien c'est ce positionnement unique de Growth Editor qui m'a permis de le faire. Et ce positionnement unique, comment il s'acquiert, comment tu peux toi aussi te positionner dessus et devenir Growth Editor, eh bien je te l'ai montré dans cette vidéo via une série d'étapes qui, si tu les suis de manière assidue, n'auront aucune raison de ne pas t'apporter de résultats. Ok ? Et évidemment, abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas encore abonné parce que les prochaines vidéos vont être des vidéos dédiées à détailler, développer en profondeur chacune de ces étapes.
Donc abonne-toi, si tu as la moindre question, tu as mon Instagram en description, je serais ravi d'échanger avec toi, d'autant plus que tu verras sur mon Instagram, en story à la une, tous les résultats de mes clients. Encore une fois, c'est important pour que tu puisses un petit peu te projeter quel type de contenu je vais pouvoir faire pour mes clients, avec quels résultats. Voilà, et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.